Professionnel. Bonjour, enchantée de vous recevoir. Joanne, je te laisse prendre la parole pour accueillir tout le monde. Oui, bonjour, ravie de participer à cette conférence et de vous accueillir. Valérie, est-ce que tu peux peut-être faire juste circuler le slide? D'accord. Alors, j'avance. Voilà. Voilà. Donc en fait, avant de commencer cette conférence, on tenait à vous présenter le concept des 15 conférences chrono qui ont eu lieu et qui sont toujours en cours et qui ont été donc offertes aux parents qui étaient intéressés par notre réseau Eureka Study. Donc en fait, ces conférences portaient sur trois thèmes. Premier thème, comment accompagner mon enfant. Deuxième thème, présentation des différentes filières d'études. Et troisième thème, présentation de parcours inspirants, pardon. Ce thème de plusieurs conférences s'est déroulé du 27 octobre jusqu'au 14 novembre. Donc, il reste encore la conférence d'aujourd'hui, une conférence demain sur les IEP, après-demain sur des méthodes de mémorisation avec un spécialiste de la mémorisation, et enfin une dernière conférence sur Parcoursup. Voilà, je vais maintenant vous présenter le réseau Eureka Study. Donc, je suis moi-même consultante chez Eureka Study. Donc, nous sommes une trentaine de consultantes localisées dans toute la France. Donc, pas mal de consultantes au niveau de la région parisienne, mais aussi en région et aussi à l'international, puisque on accompagne pour les études en France et pour les études à l'international. D'où la conférence de ce soir. Donc, en fait, nos services et principale préoccupation de Reka Study, c'est accompagner le jeune dans son projet d'orientation post-bac euh, en le faisant en fait réfléchir sur son orientation et prendre des décisions sur son orientation. Et pour cela, en fait, on propose des services qui leur permettent, par exemple, au travers du bilan d'orientation, qui leur permettent de prendre confiance, d'identifier leurs forces, leurs compétences et de prendre confiance pour être capable de se projeter dans un avenir avec confiance et de prendre des décisions. Et pour prendre ces décisions, on leur donne aussi des informations sur les métiers et sur les filières d'études. Donc, on a une réelle expertise métier, une réelle expertise filière d'études. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en France et à l'étranger. Et on accompagne aussi pour les dossiers Parcoursup et les dossiers de candidature à l'étranger. On a d'autres accompagnements, mais voilà, je vous ai parlé des accompagnements phares. Voilà, donc pour la conférence de ce soir, qui porte donc sur les études à l'international, quelques petites règles de fonctionnement. La conférence va durer à peu près 45 minutes et ensuite nous vous réserverons 15 minutes pour que vous puissiez poser des questions et pour qu'on puisse y répondre. Donc, vous pouvez poser bien sûr les questions dans la rubrique questions-réponses, donc par écrit tout au long de la conférence et nous prendrons 15 minutes à la fin pour y répondre. Voilà. Merci, Joanne. Donc, ce thème, partir étudier, partir vivre à l'international, je crois qu'on y a tous, à un moment donné, on a tous eu envie de partir à l'étranger. On en a tous rêvé. Pour certains d'entre nous, d'ailleurs, cette immersion à l'international, à l'étranger, eh bien, ça a été des occasions de belles rencontres, d'amitié, voire d'amour. Et puis pour d'autres, c'est aussi lié à des souvenirs de cours d'anglais. Et là, j'ai pas pu résister à ce plaisir de voir quoi ce que ça peut être.
Voilà, je n'ai pas pu résister parce que je sais que les Français et les langues étrangères, c'est une grande histoire. Donc, partir à l'international, on a voulu donner à notre conférence un angle éminemment inspirant parce qu'on est vraiment toutes convaincues, celles qui allons aujourd'hui intervenir dans cette conférence, que c'est vraiment un tremplin pour l'avenir. C'est-à-dire, c'est sûr, ça fait peur quand on est tout en haut. euh, c'est sûr, voilà, c'est à la fois excitant et ça peut faire un peu peur quand on doit se lancer, mais quelle belle trajectoire derrière. Et on est là vraiment pour vous les, vous les incarner par un certain nombre d'exemples. Alors, pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Colombe Dinocho, qui va prendre la parole tout de suite après pour se présenter, qui, elle, est la fondatrice de My English School et qui est spécialisée dans les accompagnements de séjour à l'étranger, au collège et pendant le lycée. En ce qui concerne, pour ma partie, Valérie Vasson, Eureka Study, et puis mes collègues, nous sommes spécialisés sur les études à l'étranger après le bac. Et donc, pour m'accompagner dans cette présentation, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Khadija et Zaineb et Joanne. Je vous laisse vous présenter rapidement. Alors bonjour, moi c'est Khadija Boudeli, je suis avec ma sœur Zeynep, juste à côté, que vous voyez Voilà. pas. Voilà, donc nous sommes sœurs et associées dans un cabinet d'orientation scolaire basé à Casablanca au Maroc. Nous sommes membres du réseau international Eureka Study et nous accompagnons donc les jeunes et les familles dans leurs projets d'orientation scolaire. Les jeunes que nous accompagnons sont majoritairement marocains, issus du système éducatif français. Il y a plusieurs lycées français à Casablanca, mais pas que. Certains sont scolarisés dans des lycées belges, espagnols ou autres, et ils souhaitent tous, quand ils le peuvent se le permettre, poursuivre leurs études à l'international. La France reste le premier pays d'accueil, compte tenu de la proximité entre nos deux pays et de la langue, mais il y a d'autres pays qui sont de plus en plus intéressants, comme le Canada, la Belgique, les Royaumes-Unis et l'Espagne. Et voilà. Donc, nous sommes très heureuses d'être là aujourd'hui auprès de nos collègues Valérie et Joanne, notre partenaire Colombe, et nous nous occuperons de répondre aux questions sur le chat et de les transmettre. Voilà, donc bonne conférence à tous. Merci. Joanne, un petit mot pour toi? Oui, rebonjour. Donc, je suis Joanne Delmouli. Alors, moi, j'accompagne les jeunes pour leurs études à l'international et en France. Je suis une serial expat puisque ça fait maintenant 15 ans que je suis expatriée. Avec 4 pays à mon actif, j'ai d'abord été expatriée aux Pays-Bas, qui est un gros pays pour les études à l'international. Ensuite, à Athènes, en Grèce. Ensuite, à Toronto, au Canada, qui est aussi un pays très attractif pour étudier à l'international. Et je suis aujourd'hui basée à Quito, en Équateur. Voilà. Donc, ça fait 6 ans maintenant que je suis consultante chez Eureka Study. J'ai pas vu ces années passer. Et voilà, je suis toujours ravie de pouvoir accompagner des jeunes et de leur donner des perspectives qu'ils n'auraient pas forcément imaginées en les orientant vers l'international. Voilà. Merci. Je vais laisser Colombe et Valentine prendre la main et partager leurs documents pour vous présenter toutes ces opportunités d'études à l'international, enfin, de partir à l'étranger au moment du collège ou du lycée. Merci Valérie. Alors, je partage mon écran. Attendez. Hop. Je n'arrive pas à présenter. Sur un petit écran, là, on est d'accord? Non, on voit rien là pour l'instant. On voit rien du tout pour l'instant. OK. Tout à l'heure, on avait vu quand dans ton premier partage. Ouais. Là, Voilà. Et là, bien. par contre, voilà, il faut que tu sois Et en bas à droite, si tu veux, en bas à droite. OK, j'ai compris. Parfait. On y est. OK. Bonsoir à tous. Donc, je suis Colombe Dinocho, fondatrice de la société My English School, qui est un organisme qui accompagne les familles pour trouver le bon séjour ou la bonne expérience scolaire à l'étranger. J'ai fondé la société en 2015 et nous sommes aujourd'hui une équipe de 8
dont Valentine qui se présentera juste après. Pourquoi je fais cette conférence ce soir avec Reka Studi? Parce que je connais bien les expériences à l'étranger avant le bac, notamment pour les élèves de collège et de lycée, que moi-même je suis une maman de 3 grands-enfants et que donc je suis passée par les mêmes questionnements que vous, à savoir comment faire en sorte que, mes enfants parlent bien l'anglais, vite et avec plaisir, et puis, comment faire en sorte qu'ils aient des expériences différentes à l'étranger pour enrichir leur dossier post-bac. J'ai toujours été passionnée par les questions d'éducation et d'orientation, alors pas de façon professionnelle comme les coachs qui sont là ce soir, mais à titre tout à fait bénévole. Je fais partie depuis plus de 10 ans du BDI d'un lycée parisien. Un BDI, c'est une structure internalisée dans les lycées privés où les élèves de lycée peuvent venir poser leurs questions sur leurs questionnements pour l'avenir, leurs choix de spécialité, les choix de filière. Alors Valentine, je laisse te présenter un instant pour voir quel rôle tu vas avoir ce soir. Ouais. Bonsoir à tous, je suis Valentine Roux, je suis consultante chez My English School et j'accompagne donc les familles dans leur projet de séjour à l'étranger. J'aurai le plaisir de poser à Colombe les questions que vous aurez pour My English School dans le chat. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions à l'écrit tout au long de la présentation. Voilà. Merci Valentine. Alors, ce soir, dans la première partie que j'évoque, nous parlons des séjours avant le bac, toutes ces expériences à l'étranger qui peuvent enrichir le dossier de votre enfant. Donc, de quoi parle-t-on? On parle tout d'abord de ce qu'on appelle les séjours linguistiques, c'est-à-dire pendant le temps des vacances, ce que vous connaissez certainement, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines à l'étranger, essentiellement pendant l'été. Et puis, on va parler rapidement aussi de tout ce qu'on appelle les scolarités à l'étranger, ces périodes scolaires que votre enfant peut faire à partir du collège ou du lycée à la place de sa scolarisation en France. À quel âge peut-on faire ce genre d'expérience, que ce soit des séjours courts d'été linguistiques ou des scolarités? Eh bien, dès 6-7 ans. Alors, plutôt 8 ans pour des scolarités et puis 6-7 ans effectivement pour des séjours linguistiques. Et bien entendu, des séjours très pertinents également au collège et au lycée. Voilà, d'une façon générale, pour tous les âges, il y a des formules. En termes de durée, on parlait de 1, 2, 3 semaines pour les séjours linguistiques d'été, mais quand on part en scolarité, c'est-à-dire quand on quitte temporairement son établissement scolaire pour rejoindre un établissement scolaire étranger, eh bien on peut partir plus longtemps, 1 mois, typiquement au mois de juin par exemple en fin d'année, 1 trimestre et puis même peut-être 1 semestre, donc 2 trimestres pour finir l'année, ou 1 année ou plus. En termes de destination, bien souvent, les jeunes vont vouloir enrichir l'aspect anglais de leur dossier et progresser en anglais. Donc, bien entendu, les destinations anglo-saxonnes sont très en vogue. L'Angleterre, les USA, le Canada, mais aussi l'Australie. Et puis, des destinations plus atypiques comme Dubaï ou la Suisse. Et des séjours également qu'on peut faire en Espagne pour progresser en espagnol ou en Allemagne pour l'allemand. En termes de mode d'hébergement, il y a beaucoup de propositions possibles en termes de séjour et du coup, on peut choisir un hébergement qui vous convient, qui va être potentiellement tout ce qui va être hébergement en famille d'accueil. Votre enfant rejoint une famille qui a peut-être un enfant du même âge ou un enfant plus grand dans la famille et c'est une vie de partage avec les habitudes de la famille et de découverte de la vie véritablement des personnes du pays. D'autres élèves vont plutôt choisir un mode d'hébergement de type internat. Alors pour faire très simple, pensez à Harry Potter. L'idée, c'est vraiment de rejoindre une école comme Poudlard et que votre enfant soit 7 jours sur 7 interne. C'est une formule qui est très intéressante aussi, puisqu'il va pouvoir vivre au quotidien 7 jours sur 7 avec des jeunes locaux dans l'internat et vivre la vie à la fois scolaire et extrascolaire de l'école. Et puis, dernier mode d'hébergement qu'on retrouve aussi fréquemment, c'est ce qu'on appelle la résidence. C'est souvent réservé pour des élèves justement de fin de lycée ou même des étudiants. Et votre enfant va pouvoir être hébergé dans une résidence universitaire, une résidence étudiante, soit sur un campus qui est un campus à l'année, un campus universitaire, soit éventuellement en ville. Ça, c'est vraiment des choses qu'on décide en fonction du profil de votre enfant et de l'objectif du séjour.
Autre point, tous ces séjours avant le bac, est-ce qu'ils sont plutôt pour des élèves qui ont un niveau d'anglais ou un niveau de langue aléatoire, un petit peu voilà, perfectible, disons, ou bien est-ce que c'est pour des bilingues? Eh bien, il y a toutes sortes de propositions et en fonction de l'objectif du séjour et du niveau de langue, on va pouvoir avoir des propositions intéressantes. Je donne un exemple, un élève qui au lycée aurait un niveau d'anglais extrêmement faible et qui aurait besoin de progresser, va pouvoir choisir un séjour adapté pour un élève qui est très faible ou quasi débutant. Et à l'inverse, un jeune qui est par exemple expatrié, donc qui connaît peut-être, qui fréquente une école anglo-saxonne, qui a un très bon niveau, ou bien qui a un parent étranger, va pouvoir trouver son compte également dans des séjours pour bilingues, où on pourra faire du business, du codage, du théâtre. Il y a plein de propositions très intéressantes aussi. Enfin, ces séjours, qu'ils soient de courte durée l'été ou en termes de scolarité de plus longue durée, eh bien, ils sont adaptés à tous les profils scolaires. Ça n'est pas que pour les bons élèves. On pourra y revenir. Très rapidement, que peut-on finalement retirer de ce type d'expérience? Encore une fois, on parle de toutes ces expériences à l'étranger qui permettent de pouvoir après enrichir un dossier. Premier point, évidemment, les progrès linguistiques. Ça va sans dire que quand on part à l'étranger, quand on va dans le pays de la langue, on progresse. Deuxième élément, l'ouverture sur le monde. On a très régulièrement des familles qui nous disent ben moi, mon enfant, je voudrais qu'il sorte de chez lui, qu'il sorte de sa zone de confort et que peut-être justement il développe ces soft skills qui sont très demandés aujourd'hui dans les dossiers. Quand je parle de soft skills, je pense à l'adaptabilité, à l'ouverture d'esprit, à un gain d'autonomie et au développement de l'esprit d'initiative. Pour certains élèves également, un séjour à l'étranger va permettre de prendre confiance en soi, peut-être même de reprendre confiance en soi. Il y a beaucoup d'élèves qui ont une confiance qui est altérée parce que le système scolaire français bien souvent ne valorise pas forcément véritablement les enfants. Et puis, on a eu beaucoup d'élèves, par exemple, qui ont été un petit peu bousculés par le Covid. Donc, ce genre de séjour permet véritablement de s'épanouir, de retrouver peut-être le bonheur d'apprendre et tout simplement voilà, d'apprendre aussi la résilience. En termes de bénéfices, tout simplement, ce genre de séjour permet de s'adonner à ses passions. Quand on part en scolarité un trimestre dans un établissement en Écosse, eh bien, on va pouvoir faire du rugby ou du tennis. Quand on part en séjour d'été pendant 2 semaines, on peut également choisir des activités qu'on aime. Ça peut être du théâtre, ça peut être toute autre chose, et véritablement le faire de façon intensive. Évidemment, développer des amitiés. Très souvent, quand on interroge les élèves qui sont partis à l'étranger, ils ont développé un réseau amical solide. Ils entretiennent des relations avec les jeunes qu'ils ont rencontrés. Et c'est très précieux parce que ça commence à tisser finalement un réseau pour ces élèves. Autre motivation, des motivations scolaires. Alors j'en parlais juste à l'instant très rapidement, mais on a beaucoup d'élèves qui, comme je disais, sont parfois pas très bien dans le système pour plein de raisons. Soit qu'ils aient des formes de troubles de l'attention, des formes de dyspraxie, dysorthographie ou autres. Et puis des élèves qui vont être précoces, qui vont avoir sauté une classe, parfois deux, parfois trois même, ou inversement, ou en tout cas ça peut aller aussi avec, qui sont en souffrance. Toutes ces motivations qu'on peut appeler scolaires sont aussi des bonnes raisons pour partir. Et enfin, dernier point qui est peut-être ce qui vous intéresse au plus haut point aujourd'hui, c'est ce tremplin pour l'avenir. Une expérience pour un jeune qui part à l'étranger, c'est quelque chose qui va vraiment lui donner des ailes, qui va lui permettre d'ouvrir le champ des possibles et de nourrir son dossier. Son dossier Parcoursup s'il part à l'étranger, qu'il part en France, pardon, étudier, et puis son dossier à l'étranger, UCAS ou autre, s'il part à l'étranger étudier. Je laisse la main à Johan pour ça, pour expliquer plus précisément son expérience en tant que coach. Alors, Johan, il faut que tu rallumes ton micro. C'est mieux. Pardon, c'est mieux comme ça, effectivement. Oui, donc moi, il m'arrive très souvent d'accompagner des jeunes qui ont une expérience à l'étranger, donc soit voilà, des courtes durant l'été ou plus longues durant une année, un trimestre, une année scolaire, ou alors des jeunes qui sont déjà expatriés depuis longtemps. Et en fait, ces premières expériences avant le baccalauréat sont effectivement très, très valorisantes pour le jeune. Euh, pour compléter ce qu'a dit Colombe en termes
d'avantages à partir à l'étranger. Je rajouterai un point qui me semble fondamental, c'est que ce sont des élèves qui acquièrent une agilité académique. Parce qu'en fait, quand ils partent pour un trimestre ou plus longtemps dans un autre système scolaire, ils développent une adaptabilité à de nouveaux systèmes scolaires. Et vous allez voir que ça, c'est très important, surtout pour des études à l'étranger. En ce qui concerne les études en France, tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, les filières d'études en France, que ce soit en business, mais aussi en ingénierie, en sciences politiques, relations internationales, en droit, dans beaucoup de filières, l'expérience à l'international est fondamentale. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que les filières ingénierie, que les filières business, bien sûr sciences politiques, développent elles-mêmes soit des cursus anglophones, et je parle de programmes français, hein, d'écoles françaises, soit des cursus anglophones, soit des cursus dans des campus externalisés à l'étranger, et systématiquement, la version la plus basique, c'est un semestre à l'étranger. Si votre enfant est déjà à l'aise dans un contexte international, toutes ces expériences qu'il va faire à l'étranger, s'il est déjà à l'aise en langue anglaise également, toutes ces expériences qu'il va faire à l'étranger, il va en ressortir des bénéfices décuplés en fait, hein, le fait qu'il soit très à l'aise, etc. Concernant les candidatures sur Parcoursup, quand on a qu'on a eu une expérience à l'étranger avant le bac, comment les valoriser sur Parcoursup? Donc on peut les valoriser de deux manières, enfin de plusieurs manières, mais à deux endroits différents dans Parcoursup. D'abord, dans la partie scolarité. Si vous avez effectué un semestre ou un trimestre ou une année d'études à l'étranger, vous pouvez très bien l'insérer de manière très officielle dans votre scolarité en mentionnant le nom de l'école dans laquelle vous avez étudié, en transmettant les bulletins scolaires, alors soit sous forme de PDF, c'est possible, soit en complétant matière après matière, toutes les matières, toutes les notes obtenues, etc. Donc, il y a cette possibilité-là. Et vous avez aussi un encart, si le séjour a été plus court, et puis pour compléter par écrit voilà, un semestre ou une année à l'étranger, vous avez un petit encart où vous pouvez, en texte libre, votre enfant peut expliquer ce que ça lui a apporté, etc. Donc, il y a vraiment cette volonté de Parcoursup de valoriser l'expérience à l'étranger. Ensuite, dans Parcoursup, vous avez une autre rubrique qui s'appelle la fiche activité. La fiche activité, c'est une sorte de CV un peu guidé, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a 4 questions, 4 rubriques, dont 2 dans lesquelles on peut expliquer et présenter une expérience à l'étranger. La première, c'est la rubrique ouverture au monde, où là, ça paraît tomber sous le sens. On peut bien sûr mentionner et surtout valoriser une expérience à l'étranger, indiquer un résultat de test en anglais, expliquer quelles compétences ça nous a permis de développer, puisque c'est une rubrique CV, mais où on peut rédiger des réponses. Et ensuite, l'autre rubrique, c'est la rubrique expérience d'encadrement et d'animation. Et je fais référence à ce que disait Colombe tout à l'heure. Quand on fait un séjour un peu long, on peut être par exemple en internat. Et en internat, on peut se voir confier des responsabilités d'encadrement. On appelle ça des house et on peut être responsable de sa house, par exemple. Euh, donc, euh, donc, voilà, l'expérience à l'étranger, c'est très porteur et ce n'est pas que porteur sur une expérience linguistique ou c'est vraiment porteur sur plein d'aspects différents. Voilà ce qu'il en est pour Parcoursup. Si votre enfant envisage d'étudier après son bac à l'étranger, pour un cursus vraiment étranger, hein, à l'international, il faut savoir qu'à l'international, les formations sont friandes des parcours internationaux, hein. Euh, Pourquoi? Parce que ce que ça dit de l'étudiant, bon, je ne vais pas revenir sur les compétences qu'on a déjà évoquées, Colombe et moi, mais ça dit aussi que c'est un enfant qui a réfléchi déjà sur son parcours, qui est impliqué dans son parcours, parce que
être dans l'incantation, oui, moi j'aimerais bien partir à l'international, etc. Mais le faire, c'est différent. Donc ce sont des enfants qui l'ont fait. Ça dit aussi de cet enfant qu'il saura s'intégrer dans un environnement international. Il sait ce que c'est. Donc, s'il reformule le choix de repartir à l'international, c'est qu'il est très motivé et il sait ce que c'est. Hein. Donc, la première expérience a été positive pour lui. Euh, euh, Ça dit aussi de l'élève qu'il a un bon niveau d'anglais, hein, qu'il a amélioré son niveau d'anglais. Et ce dont je parlais tout à l'heure, c'est l'agilité académique. Ça rassure les formations de se dire, bon, ben, celui-là, il a déjà étudié dans un système scolaire différent, il va s'adapter à notre système scolaire, il doit avoir un niveau d'anglais qui est plutôt bon, il a une bonne note à son test d'anglais, il ne sera pas perdu les premiers mois dans les cours en anglais, qui sont souvent donnés soit par des natives, hein, English native, ou par des professeurs internationaux, donc ça va vite, etc. Donc c'est quelque chose qui est très, très bien perçu par les formations à l'international. Comment valoriser ce profil international? Alors, quand vous candidatez à l'étranger, pas la majorité, mais la plupart des dossiers de candidature, vous devez rédiger des CV, des lettres de motivation ou répondre à des questions de motivation, parfois rédiger des essais, etc. Et c'est là qu'on va pouvoir valoriser son expérience à l'étranger en expliquant quelles compétences on a développées, etc. Le niveau d'anglais, j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Merci, Joanne. Merci, Joanne. Alors, quelques exemples pratiques, parce que c'est intéressant finalement de voir un petit peu comment ça peut se traduire. Je vous propose 3 cas pratiques pour les séjours d'été, les séjours courts, hein, les séjours linguistiques, et puis 3 cas pratiques pour les scolarités. Alors, si on prend le cas de Thomas, ce sont des vrais exemples, hein. Thomas a souhaité partir un séjour, il est en première, un séjour d'été pour préparer l'IELTS. L'IELTS, c'est un examen d'anglais qui est requis de façon obligatoire pour postuler à l'étranger, mais qui est aussi demandé dans certaines formations françaises. Ça atteste d'un niveau d'anglais. Et cet examen, ça se prépare parce qu'il y a des trucs et astuces, parce qu'il y a des techniques particulières, et donc ça doit se préparer. Donc Thomas part 2 semaines, il choisit une destination universitaire à Oxford au mois d'août, avec 20 heures de cours par semaine, et donc des cours d'anglais et d'IELTS, et puis des activités, des excursions, et son séjour, il l'a choisi parce qu'il sait qu'il pourra passer sur place au centre d'examen local, son examen d'IELTS, et il pourra rentrer en France avec son score. Quels sont les résultats de ce séjour? Eh bien, les résultats, je ne les ai pas qui sortent, mais très concrètement, il obtient donc un très bon score. Il est admis avec son score de 7 à King's College, et en 2 semaines, il a vraiment réussi à booster son dossier. Deuxième cas, Pauline. Pauline, eh bien, elle est en seconde et elle commence à mûrir son choix post-bac. Il est assez probable qu'elle ait envie de s'orienter vers des études de commerce. Et donc, elle choisit un séjour business. Il existe des séjours très spécialisés qui ne sont plus des séjours linguistiques, mais quand on utilise l'anglais pour faire autre chose, et en l'occurrence du business. Et elle choisit un séjour aux États-Unis, à UCLA, donc dans une très bonne université. C'est un programme de 3 semaines où elle retrouve essentiellement des Américains, quelques internationaux en plus, et elle travaille pendant ces 3 semaines de la finance, du marketing, elle découvre l'intelligence artificielle et toutes les matières liées au business. Pendant son séjour, elle participe à des visites d'entreprises locales qui sont organisées par le séjour, et elle a des ateliers avec des dirigeants d'entreprise ou des personnes à succès qui viennent parler à ses futurs étudiants. Ce séjour linguistique de 3 semaines lui permet d'avoir bien mûri son projet, et effectivement, elle le met dans son dossier Parcoursup, et Pauline intègre une classe préparatoire commerciale de qualité. Dernier cas, le cas de Jules ici, qui est en fait un élève de 3e qui a un petit niveau d'anglais.
il est bien conscient que son niveau d'anglais purement scolaire va être un handicap pour la suite de son parcours. Et donc, ses parents souhaitent qu'il parte en séjour d'été, tout simplement, 2 semaines au mois de juillet. Alors, en choisissant bien son séjour, même en 2 semaines, on peut progresser. Et il choisit un programme avec 3 heures d'anglais le matin et 3 heures de tennis l'après-midi. Jules est passionné de tennis, donc il y trouve son compte. Les parents sont contents qu'il ait des cours le matin et lui, il est content de faire du tennis. Activités et excursions, évidemment. Le résultat de tout ça, c'est des vrais progrès, parce que le séjour, il y avait peu de francophones, donc il a pu vraiment progresser en anglais, et sa moyenne est boostée pour la classe de seconde. Ça, c'était les 3 cas très classiques que l'on peut retrouver pour des élèves de fin de collège ou de lycée, pour des séjours d'été, même cours, qui permettent de progresser ou de discerner aussi pour le futur. Deuxième type de cas pratique, ah bah si, je l'avais, excusez-moi, voilà. Deuxième type de cas pratique, les scolarités. Donc en fait, là, on va regarder des élèves qui souhaitent partir pour des périodes plus ou moins longues à l'étranger en scolarité à la place de leur école. Passons d'abord à Louise. Louise est en seconde. Comme vous le savez, les élèves de seconde sortent extrêmement tôt généralement de leur lycée en France, bien souvent entre le 1er et le 8 juin. Et donc, Louise se dit, plutôt que de faire le stage qui est souvent demandé en seconde, 2 semaines de stage, mon stage, je le ferai cet été ou elle l'a peut-être fait à Pâques. Et à la place, je souhaite partir 4 semaines pour progresser en anglais et avoir une expérience intéressante. Donc, elle rejoint pendant le mois de juin, pendant 4 semaines, un collège en Angleterre. Elle est interne, elle est totalement intégrée à la classe et aux élèves internes, et elle découvre de nouvelles matières. Elle vit la vie de l'écolier anglais avec les autres élèves locaux. Elle fait des sports et des activités variées, et elle a vraiment une expérience extraordinaire. Qu'est-ce que ça donne? Ça lui permet d'avoir un vrai projet qu'elle peut effectivement mettre dans Parcoursup et dans ses dossiers éventuellement pour l'étranger. Comme disait Joanne, c'est quelque chose qu'on peut aller écrire dans une rubrique dédiée dans Parcoursup. Elle a aussi, en faisant ce séjour, découvert un système scolaire complètement différent du système français, et notamment un système très encourageant et très bienveillant. Et puis, elle a noué des amitiés internationales qu'elle garde précieusement. Ça, ce cas Louise juin seconde, c'est extrêmement classique. Il y a beaucoup d'élèves qui partent comme ça au mois de juin. Félix. Alors Félix, c'est un petit peu différent. Félix, il est en première et en fait, on a un peu poussé son passage en première, mais son niveau scolaire est globalement fragile depuis un certain temps. Et donc, l'idée, c'est de dire à la Toussaint, les parents et Félix lui-même se rendent compte que ça va pas le faire. Il n'aura pas forcément des très bonnes notes en première. Son dossier va être de mauvaise qualité pour le post-bac. Et plutôt que de continuer à s'enliser, eh bien, l'idée, c'est de partir un semestre à l'étranger, en internat en Écosse cette fois-ci. Donc très concrètement, de partir de janvier à fin juin, 6 mois pour faire une expérience scolaire. Il rejoint une classe de première sur place, donc il ne perd pas son temps, il ne redouble pas, et il choisit des matières qui lui conviennent. Et comme c'est un passionné de tennis, eh bien, il fait du tennis 10 heures par semaine sur le campus. On était parti d'une année mal engagée, d'un échec programmé, et finalement, cette année se transforme en succès. C'est un vrai plus pour son dossier, et ça change radicalement la donne pour Parcoursup. Au passage, il reprend confiance en lui. On lui a tout le temps dit qu'il n'était pas bon, qu'il faisait rien, qu'il était voilà, pas du tout adapté au système. Et là, tout d'un coup, il a repris confiance et il s'épanouit. Et puis, bien entendu, son dossier scolaire qui aurait été vraiment compliqué, eh bien, il est reboosté et à nouveau, il est solide. Dernier cas, Eugénie. Alors, Eugénie, décidément, Eugénie, eh bien, c'est un cas un petit peu différent puisque Eugénie, c'est un choix délibéré de partir faire une année de césure complète entre la première et la terminale. Alors, une année de césure, on peut en faire bien avant. On a des élèves parfois qu'on voit faire partir, on peut faire partir au cours de collège ou entre le collège et le lycée, ou entre seconde et première. Et là, Eugénie, elle s'est un petit peu décidée un peu tardivement, mais en fait, c'est un projet qui est très mûri. Et elle souhaite donc faire une année de première anglaise. Elle choisit donc des matières qui l'intéressent fondamentalement et qu'elle va faire plus tard, qu'elle veut étudier quand elle sera en post-bac. Elle choisit sciences politiques, elle choisit économie, anglais et art. Art parce qu'elle a aussi envie de faire quelque chose d'extrascolaire.
Et puis, sciences politiques et économie, non seulement parce qu'elle aime les matières, mais aussi parce qu'elle sait qu'en prenant des matières plus littéraires, eh bien, elle va être obligée de travailler son écrit. Et de fait, elle progresse à la fois en oral et en écrit de façon spectaculaire pendant son année. Elle partait avec un niveau d'anglais extrêmement fragile et elle revient avec un excellent niveau. Elle fait de la voile puisqu'elle a choisi une école au bord de la mer. Et puis, elle noue des amitiés internationales très fortes. Résultat, elle a pris confiance, elle a envie de réussir, elle a envie de réussir son bac, d'avoir des belles notes, elle a envie de réussir son parcours universitaire. Elle est admise dans une excellente formation sélective dans un track anglais, chose qu'elle n'aurait jamais pu envisager avant. Et au passage, elle avait eu 8 à l'IELTS, qui est un excellent niveau. Alors, je vous propose de découvrir Eugénie, parce qu'elle devait être là ce soir, mais justement, elle est en Allemagne avec ses camarades qu'elle a rencontrés dans son école anglaise à l'époque. Donc, on va la regarder en vidéo, une petite vidéo de 2 minutes 30 que je vous passe. Moi, je m'appelle Eugénie, j'ai 20 ans et je suis en licence internationale d'économie-gestion à la Cato de Lille. Donc, je suis partie un an entre ma première et ma terminale en Angleterre dans un internat. Parce que je parlais pas un mot d'anglais quand j'étais en première, au lycée, au collège, etc. J'ai toujours détesté l'anglais. Et je me suis dit que ça pouvait être très utile pour mes études parce qu'à l'époque, je voulais faire de l'hôtellerie, donc l'anglais, c'est indispensable. Quand on a 17-18 ans, apprendre l'anglais du jour au lendemain, c'est quasiment impossible. Autre que l'immersion, c'est quasiment impossible. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas partir un an à l'étranger. Ça m'a beaucoup apporté, je pense, cette expérience parce que j'étais très proche de ma famille, de mes amis. Et en fait, j'ai appris un peu à vivre seule parce que même si on est hyper encadré là-bas, il y a quand même des moments où on est tout seul, et surtout à l'étranger, et c'est hyper important. Donc, je pense que j'ai pris en maturité, j'ai grandi en étant là-bas. Scolairement parlant, je pense que j'ai aussi appris à prendre confiance dans le travail que je pouvais faire et que je savais faire. Je suis arrivée en terminale, j'avais peur de ne plus avoir le niveau et de galérer à retravailler. Et en fait, pas du tout. Limite, j'étais plus forte en terminale qu'en première avant de partir. Et après, j'ai appris l'anglais. Donc, quand même, ce pourquoi j'étais partie. Et ça m'était hyper bénéfique, que ce soit maintenant pour mes études, où mes études sont en anglais. Donc, sans ça, je ne pourrais pas les faire. Bah, très bien. J'avais peur justement de retourner dans le système français, de resubir la pression que j'avais avant. Dès la première semaine, j'étais reboostée, j'avais envie de réussir mon bac, enfin, de tout donner. Et donc ça s'est très bien passé. L'étude, c'est 70% des cours en anglais. Donc sans mon année en Angleterre, forcément, je ne pourrais pas faire ce que je fais maintenant. Pendant mon année en Angleterre aussi, à la fin d'année, j'ai passé des certifications. Donc, j'ai passé l'IELTS et le Cambridge, où j'ai obtenu des très bons résultats qui ont fait que j'ai été acceptée aussi sur Parcoursup. Aussi, sur Parcoursup, il y a une petite case où on peut rentrer ce qu'on a fait pendant cette année de césure, on peut dire notre ressenti, ce qu'on a vécu, où on a été. Donc, moi, j'ai pu mettre mon bulletin que j'avais en Angleterre. J'ai pu dire ce que j'avais fait, ce que ça m'avait apporté. Je suis sûre que c'est un plus pour le dossier Parcoursup et pour les écoles après. Et même sur n'importe quel dossier, d'avoir fait une année comme ça, on se démarque des autres. Parce qu'il y a peu de personnes qui partent pendant le lycée, pendant un an à l'étranger. Et donc forcément, ça attire l'œil des examinateurs ou autres et qui vont se dire, ah, intéressant, je vais lire son dossier. Alors, j'en tire que du positif. Qu'est-ce que je retiens, c'est que déjà, je me suis nettement améliorée en anglais. Et sur le plan personnel, j'ai pris en maturité, j'ai pris confiance en moi, j'ai appris à vivre toute seule et je sais que ça me servira toute ma vie. Alors, on a ce soir Caroline qui est là, qui est la maman d'Eugénie. Caroline, je te laisse parler, puisqu'en fait, tu vas expliquer, toi, ta vision de maman sur le projet d'Eugénie. Bonsoir, donc je suis Caroline Toire, la maman d'Eugénie. Je suis maman de 4 enfants. Comme l'a dit Eugénie, elle avait le projet de partir un an dans l'hôtellerie. J'avais eu la possibilité de le faire déjà avec mon fils Louis, qui était parti un demi-trimestre, qui est le grand frère d'Eugénie. Ça avait redonné confiance à lui, qui était un petit peu dans une année compliquée. Donc, la fin d'année en Angleterre a été très profitable pour lui. Et quand Eugénie a demandé
partir en Angleterre pour pouvoir maîtriser l'anglais. On lui a proposé de partir 1 an. Donc voilà, elle s'est décidée tardivement parce que c'était entre la première et la terminale. Donc elle est partie 1 année avec, comme l'a dit Colombe, des matières qu'elle aimait, correspondait à ses spécialités au bac, et puis une matière qu'elle n'avait jamais pu exploiter en France, c'est-à-dire l'art. Ça lui a permis d'acquérir un niveau d'anglais excellent, de postuler pour ses études Parcoursup pour une filière en anglais. Et en fait, sur place, il y a eu un petit temps d'adaptation pour tout le monde, je pense, le premier mois qui est un petit peu difficile parce qu'on comprend. Et ensuite, elle a créé des amitiés avec des Anglais, avec des internationaux, parce qu'il y a beaucoup d'internationaux. Elle s'est mise dans la vie anglaise. Elle a beaucoup travaillé ses matières, puisque le seul objectif principal de l'année, c'était acquérir l'anglais. Elle a pris beaucoup de plaisir avec le sport, parce qu'on leur propose tous les trimestres de faire un sport différent après-midi par semaine. Donc elle a commencé par le golf, après elle a fait un peu de running, et puis elle a fini par la voile. Voilà, ça crée vraiment beaucoup d'amitié et en fait, elle y a trouvé beaucoup de plaisir. Et puis, ses amis, elle les a gardés. Qu'elle continue à voir, qui viennent souvent aussi à la maison. Donc, ça lui permet d'entretenir son anglais. À la suite, quand elle est rentrée en terminale. Donc, elle a repris ses études là où elle les avait arrêtées en France. J'ai trouvé une fille transformée. C'était une bonne élève, Eugénie, mais qui réussissait pas toujours. Et là, en fait, elle avait tellement pris confiance en elle que tout lui réussissait. L'angoisse, c'était un petit peu les mathématiques parce qu'elle n'en avait pas fait pendant 1 an. Mais il se trouve qu'elle a été la meilleure en maths de son année en terminale. Et que voilà, cette confiance en soi qu'elle n'avait pas avant, ça lui a donné un tremplin pour ses études. Voilà, on parlait d'adaptabilité. Je pense que vraiment, ça a été un des bénéfices principaux pour Eugénie. Moi, j'ai retrouvé une enfant confiante, épanouie, ouverte, hein, qui était plutôt un petit peu timide et bien chez soi. Et là, c'est vraiment une fille qui a plaisir à aller vers les autres et à aller à l'international. Donc voilà, elle est en 2e année d'international économie et gestion à la Cato de Lille. Elle a pu avoir la filière sélective de Arts Management and Creativity grâce à la matière art qu'elle avait prise justement quand elle était en Angleterre pendant son année de césure. Et là, l'année prochaine, elle est en train de choisir sa destination pour son année à l'étranger. Voilà, donc je conseille à tous les parents qui veulent envoyer leurs enfants de ne pas hésiter parce qu'on n'en tire que des bénéfices. Merci beaucoup, Caroline. Juste alors pour finir, je présente juste du coup un petit peu plus précisément qui nous sommes. Donc My English School, nous proposons 2 grandes familles de formules, tout ce qui va être scolarité à l'étranger, ce dont on a parlé. Pour ce qui nous concerne, c'est vraiment en internat, considérant que l'internat, on a plein d'amis potentiels et plein d'activités et qu'il se passe toujours des choses 7 jours sur 7. Et puis on propose des séjours linguistiques d'été pour tous les âges. En termes de destination, les destinations anglo-saxonnes qu'on a vues tout à l'heure, et puis également des séjours pour l'Espagne et l'Allemagne, et des internats aussi pour l'Allemagne et pour l'Espagne, pour ceux qui le souhaitent. En termes de spécificité, notre valeur ajoutée, eh bien, ce sont la qualité, le sur-mesure et l'expertise. Très concrètement, on choisit les meilleures écoles à l'étranger et les meilleurs séjours accrédités par le British Council ou les autres organismes officiels. Sur mesure, nous vous accompagnons vraiment de bout en bout et de façon extrêmement individualisée pour chaque projet en fonction du profil de votre enfant, de son besoin, de l'objectif de l'expérience. Et on a des familles qu'on accompagne depuis presque 10 ans maintenant. Et chaque année, on reprend tous les éléments du contexte pour bien adapter notre proposition. Et puis l'expertise, il y a 10 ans que nous faisons ça. Et je ne suis pas seule puisqu'il y a une équipe de consultantes, Valentine qui est derrière l'écran, mais également Valérie, Laetitia et Philippine qui sont au quotidien dédiées à vos projets, aux projets des familles.
Voilà, dernier point, pour nous contacter, eh bien, vous avez ici l'adresse contact que je laisse à l'écran avec le QR code. Si vous approchez votre téléphone, vous tombez sur une prise de rendez-vous. Vous pouvez donc prendre rendez-vous ici et puis un téléphone. Sachez qu'avec le QR code, eh bien, vous pouvez faire 3 choses. Prendre rendez-vous, c'est une chose, mais également assister à des cocktails. Tous les mois, à Paris, nous invitons une école anglaise à venir à 18h30 pour se présenter. Et nous-mêmes, l'équipe, nous sommes là. Et on a toujours une 50aine de familles qui sont présentes pour rencontrer l'école. Le prochain cocktail pour les Parisiens, c'est dans 2 jours, le 13, le jeudi 13 à 18h30. Donc, rendez-vous, cocktail. Et dernier point qu'on peut faire sur le site ici, sur le QR code, c'est assister à des conférences toutes les semaines. Il y a une conférence à 20h le lundi où on explique ce que c'est que ces fameuses scolarités, plus précisément que ce soir, et les séjours linguistiques. Je laisse la parole à Valérie pour la suite. Merci Colombe. Alors, je vais revenir à ma présentation. Donc, nous revenons. Alors, est-ce que c'est bon là? Vous voyez bien? Joanne, c'est bon? Allô? Oui. Oui? Oui, c'est bon. D'accord. Ok, alors voilà, le bac est passé. Le bac est passé et nous, on va vous parler de partir à l'étranger après le bac. Alors, ils sont 7 millions d'étudiants dans le monde à faire cette option très courageuse de partir faire ses études à l'étranger. Et la France est un pays très ouvert sur l'international, puisque vous voyez qu'on est le 7e pays qui envoyons nos jeunes, enfin, ou qui nos jeunes décident de partir faire leurs études à l'étranger. 114 000 jeunes chaque année partent étudier à l'étranger et ce sont souvent, pour 53%, ils partent tout de suite après le bac faire leur bachelor. Et puis pour certains, ça sera des masters. Quels sont les top 10 des destinations? Première grosse destination, la Belgique et le Canada, avec en particulier le Québec et nos accords particuliers québécois. Voilà, 20 000 jeunes à peu près dans chacune de ces destinations. Ensuite, on a les destinations de la Suisse, ces écoles hôtelières, les prestigieuses universités anglaises, l'Espagne qui montre beaucoup et l'Allemagne. Les Pays-Bas qui est en plein développement, à contrario des États-Unis, et ça ne va pas s'arranger avec Trump. Et les 2 dernières destinations, la Roumanie et le Portugal, très en lien, bien sûr, avec les études médicales. Car je parle d'études médicales, bien sûr, parce que derrière ces destinations, il y a des projets d'études, des projets professionnels. Et c'est comme ça que nous l'abordons, c'est-à-dire que le choix de la destination va être en lien avec un projet d'études. Et on va voir à travers plusieurs exemples qu'il peut vraiment y avoir des ressorts motivationnels complètement différents. Je parlais des études médicales, bien sûr, c'est une des premières raisons qui font que les jeunes partent étudier à l'étranger. L'Ordre des médecins estime qu'il y a 5 000 jeunes, 500 000, non, on n'en est pas là, 5 000 jeunes qui partent faire leurs études de médecine à l'étranger. C'est souvent on va dire, c'est souvent, excusez-moi, c'est souvent une situation de rebond parce que souvent ils ont tenté leur chance en France, mais ça n'a pas marché. Et pour eux, partir à l'étranger, que ça soit en Belgique, au Portugal, en Espagne ou en Roumanie, c'est vraiment la seconde chance qu'ils ont de pouvoir faire des études qui sont souvent des études à vocation forte, des études de cœur. Donc pour eux, vraiment, voilà, c'est une seconde chance qui leur est offerte. On va avoir un peu la même logique pour dentaire, kiné, pharmacie. Mais là, un peu différent. Parce que autant les médecins, enfin en médecine, souvent, c'est après un échec. Autant là, on a pas mal de jeunes qui décident dès la terminale de se dire, je vais directement faire mes études à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'à l'étranger, on peut y aller directement, sans passer par cette étape intermédiaire de passe ou de LAS et risquer de ne pas avoir la filière qu'on veut. Et d'ailleurs, dans la plupart des destinations, les études sont plus courtes d'1 an. C'est-à-dire que si je prends dentaire ou pharmacien, c'est 6 ans en France, mais c'est 5 ans en Belgique ou en Espagne. Kiné, c'est 5 ans en France, mais c'est 4 ans en Espagne ou au Portugal. Donc, pas mal de jeunes font ce choix de se dire, bon, ben moi, dès le terminal, je décide que je vais directement dans la filière de cœur que je veux avoir. Idem pour veto, hein,
orientations les plus sélectives qui soient en France. C'est même plus sélectif que médecine, alors qu'on n'a que 840 places de veto en France et à peine 420 qui sont proposées en post-bac. Je ne vous dis pas en plus la catastrophe pour les BCPST qui ne sont allés en prépa BCPST que pour faire veto, et quand ils ne l'ont pas, le crève-cœur que c'est pour eux. Donc là aussi, il y a des solutions qui peuvent se trouver à l'étranger. Ça reste de partout une filière assez sélective, mais on a quand même plus d'opportunités à l'étranger. On va changer de registre avec, là, cette fois-ci, un autre projet et qui est peut-être moins, du coup, contraint par rapport à l'exemple précédent. Voilà, mon projet, c'est de faire business, c'est de faire des études de gestion, c'est d'être dans des business schools. Eh bien, là, pour le coup, partir faire ses études à l'étranger, mais c'est un accélérateur de réussite, un tremplin absolument incroyable par rapport à des trajectoires françaises. Je vous donne, donc là, on est allé chercher dans notre trombinoscope de jeunes qu'on accompagne, on est allé sur leur LinkedIn, donc on vous a fait une petite sélection. Benoît, par exemple. Benoît, je le vois en 2019, il est dans un lycée à Saint-Cloud, lycée public classique, pas particulièrement sélectif. C'est un élève tranquille, 13, on va dire, de moyenne générale. Mais alors, par contre, c'est un super rugbyman. Il a plein de copains, plein d'énergie, plein de troisième mi-temps. Et lui, il a déjà le sac à dos. Il me dit, Valérie, je veux faire des études de gestion, mais moi, juste la prépa, c'est pas du tout mon profil. On est bien d'accord que c'est pas son profil. Et on a des formidables opportunités à lui proposer en études post-bac directement. Donc, il rentre à l'université d'Exeter, où il va faire donc, Russell Group, très bonne business school, où il va faire 4 ans, dont 1 an où il fait encore un échange à l'étranger. Et ensuite, Benoît, il va rentrer en Master in Management, programme grande école, en admission sur titre international. Donc, vous voyez, quand je vous parlais d'accélérateur de trajectoire, c'est quelque chose extraordinaire. Il arrive quand même à récupérer en master la 4e business school française, et on voit se dessiner un profil de business développeur commercial dans la tech, ce qui lui verra très très bien. Autre exemple, Alice. Alors Alice, elle, par contre, elle est bonne élève. Elle est dans un bon lycée à Grenoble, un lycée privé. C'est une bonne élève. C'est homogène en maths, en sciences économiques et sociales. C'est typiquement un profil prépa. Sauf que Alice, elle n'a pas envie de vivre l'expérience prépa. Et donc, Alice, grâce à son très bon dossier, on va lui décrocher Rotterdam School of Management, qui est donc la best aux Pays-Bas. Et derrière, elle y réussit très très bien, on voit sa moyenne d'ailleurs annuelle, et derrière, eh bien, elle va intégrer le Master in Management, programme grande école de l'ESCP, et dont elle vient de sortir, et elle dessine à travers des stages chez Procter & Gamble, etc., un projet d'études en marketing. Alors là, je vous ai donné 2 exemples de jeunes qui sont revenus en France après cette première étape de bachelor à l'étranger. Mais il faut savoir que plein de jeunes vont prendre goût à l'étranger et qu'il y a aussi de très très belles poursuites d'études en master business à l'étranger. 2 exemples pour vous l'illustrer. Nicolas, c'est mon premier petit jeune que j'ai accompagné. Nicolas, il est à Passy-Buzenval, un bon lycée, un bon élève, mais pas exceptionnel non plus. Voilà, l'école, il fait du foot, il fait d'autres choses. Et puis Nicolas, par contre, il est allé à UCLA, à UCSB, en séjour justement dont parlait Colombe. Et lui, il a bien repéré qu'il voulait être en système universitaire anglo-saxon. Donc, il part à Warwick en Bachelor in Management. Et puis derrière ce Bachelor in Management, lui, son projet, c'est qu'il vise les cabinets de conseil en stratégie, les meilleurs. Et donc, par rapport à ça, il va viser London Business School, qui est particulièrement connu pour préparer les candidatures dans les cabinets de conseil, qui a beaucoup d'alumni dans cet univers-là. Et objectif atteint, puisque en 2020, il rentre chez BCG Paris. Il est le premier jeune à être accepté avec son profil
de business school, LBS, sans être passé par une prépa. Et il a ouvert la voie, puisque depuis, ils en ont recruté d'autres. Et ça fait 5 ans qu'il déploie sa carrière professionnelle chez BCG. Camille, ma petite Camille. Camille, elle est dans un lycée, voilà, c'est à Danielou, donc un peu, voilà, c'est une petite jeune hyper sympa, hyper sérieuse, un dossier à 13, mais qui supporte pas très bien la pression scolaire de ce lycée très sélectif. Elle est née aux États-Unis, elle a une envie elle n'est pas restée très très longtemps, mais elle a gardé une nostalgie d'aller renouer avec ses racines anglo-saxonnes. Eh bien, Camille, elle va partir à Kent, où elle va très bien réussir. Elle finit avec un first class honors. Et du coup, eh bien, en master, elle va partir, elle revient nous voir et elle va partir à Trinity College à Dublin, l'excellente Trinity College à Dublin, où elle va faire un master degree in international management. Et maintenant, ça fait 3 ans qu'elle bosse chez Oracle. Passons maintenant aux sciences politiques. Alors, sciences politiques, c'est aussi une extraordinaire opportunité d'aller étudier les sciences politiques à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'en France, OK, on a Sciences Po Paris. Excellent. Très bonne réputation. Mais tellement difficile d'y rentrer. Tellement sélectif. Tellement peu de jeunes pris. Et derrière, on a des IEP de province. IEP de province qui vont avoir beaucoup moins de portée internationale, surtout quand on a envie d'étudier des relations internationales, que des alternatives qu'on va pouvoir trouver à l'étranger. Donc là aussi, des formidables trajectoires qui peuvent se dessiner. Quelques exemples là aussi de nos alumni, à nous, Eureka Study, qu'on a accompagnés. Alors, bien sûr, pour certains, après, par exemple, avoir eu un bachelor à UCLA dans un des meilleurs bachelors de Political Science Studies pardon, à UCLA, Léa, elle a réussi à réintégrer Sciences Po en affaires publiques. OK, c'est possible. C'est quand même pas très fréquent. Et la plupart du temps, les jeunes vont plutôt poursuivre en master à l'étranger, plutôt continuer dans cette ouverture internationale. Romane, par exemple, elle est partie à McGill, elle est allée faire une majeure en sciences politiques et une mineure en études du Moyen-Orient et développement international. Et derrière McGill, elle est rentrée dans le très prestigieux département War Studies de King's College, qui est un département très prestigieux avec une focale sur les études de conflits, sur lequel elle fait un master en renseignement et sécurité internationale avec voilà, probablement quelque chose qui se dessine autour des analystes de pays, peut-être dans des organismes type la DGSE. Jean, ça va être Leiden. Alors voilà, une extraordinaire extraordinaire université en sciences politiques, mais reconnue internationalement dans les sciences politiques Leiden. Et derrière, eh bien, Jean, il va être pris à LSI, à Londres, donc dans aussi une très prestigieuse école en économie et political science, et il va faire un Public Policy and Administration Master. Et il va continuer, il a un premier job là maintenant à Londres, au lycée Charles de Gaulle. Rose, Rose, je vais laisser Joanne en parler pour illustrer, parce que c'est elle qui l'a accompagnée. Et là, c'est pour vous montrer que derrière des études de sciences politiques, il peut y avoir aussi des poursuites d'études intéressantes dans autre chose que les sciences politiques. Je te laisse la parole, Joanne. Oui. Alors, Rose, elle avait un profil international, hein. C'est une jeune fille qui a passé la plupart de sa vie à l'étranger. Elle a terminé après des études en British School dans un lycée français, donc elle avait un baccalauréat français. Elle voulait faire des études de sciences politiques, mais avec en ligne de mire plutôt un projet professionnel en management, en business. Mais elle pensait que, en termes de contenu des études, ça la nourrirait plus d'être en sciences politiques qu'en business. Donc, elle a fait le choix de partir en sciences politiques avec un bachelor à UCL, qui est une excellente université londonienne. Et ensuite, elle a fait le choix de bifurquer en management à la London School of Economics, à Londres aussi, en Master in Management, spécialisation en marketing. Voilà, donc pour vous dire que c'est possible,
de passer d'études de sciences politiques et relations internationales à des études de business management. Elle est aujourd'hui, elle est aujourd'hui dans le graduate programme de L'Oréal avec un CDI à la clé de garantie. Voilà. Et peut-être en dernier exemple, on avait envie de vous dire, voilà, il existe aussi des choses à l'international qui n'existent pas forcément en France. Et donc, ça donne des ouvertures voilà, de formations qui n'existent pas vraiment. On a pris deux exemples. Le premier que je vais présenter moi, le deuxième, ensuite, ça sera Joanne. Mathilde, voilà, Mathilde, là aussi, un profil AEFE, excellentissime élève en lycée français de Vienne, genre 20 au bac de moyenne générale, et elle voulait absolument avoir bioengineering, mais bioengineering en France pour quelqu'un de high level, qui ne veut absolument pas passer en plus par voilà, de la prépa avec de la physique, des machins, etc. Ça n'existe pas. Et donc, bah, elle est partie à McGill, où là, il y a un Bachelor of Engineering très coté, et dans lequel elle est en train d'étudier. Autre profil, Martin, je te laisse donc, voilà, qui vient de chez moi, de Rueil. Et Oui, alors Martin, gros profil international aussi, mais un retour en France en seconde, je crois. Donc, il s'est retrouvé donc à Rueil-Malmaison, effectivement, avec un très beau potentiel, mais peut-être un manque de travail en seconde et première, et un réveil un peu tardif en terminale, mais qui lui a permis de passer un double baccalauréat français et allemand, avec une mention très bien pour quand les deux même, quand diplômes, même, ouais. et une grande curiosité intellectuelle, Martin. Et donc, il est parti à Imperial College en Design Engineering, qui porte plus sur du design thinking que sur du design pur. Et à l'issue de son bachelor, qui était en fait un master 1, mais enfin bon, bref, de son premier cycle d'études, Martin s'est intéressé aux neurosciences et a voulu partir en master en neurosciences. Donc, c'était pas évident comme projet de passer du design engineering aux neurosciences, puisqu'il n'avait pas étudié la biologie, etc. Mais ça a été possible à Impérial. Impérial y a fait confiance parce que c'était un de leurs élèves. Ils ont eu raison parce qu'il a eu 84% en grade à la fin de son master, ce qui est assez exceptionnel. Et aujourd'hui, il est en doctorat, toujours en neurosciences à Impérial. Il a monté une start-up qui travaille sur les implants cérébraux. Et il est aussi chercheur pour une autre entreprise, un autre laboratoire, je crois, qui développe aussi des implants cérébraux. Il est aujourd'hui hyper heureux de ce qu'il fait, hyper passionné. Et honnêtement, je pense que la perspective d'étudier à l'étranger en terminale lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il donne un coup d'accélérateur au niveau de la charge de travail qu'il fournissait. Et ça a été le même effet une fois qu'il a été en bachelor à Impérial. C'est-à-dire qu'il s'est mis à énormément travailler, à déployer un intérêt euh, voilà, décuplé d'année en année pour l'engineering et les neurosciences. Et il a beaucoup travaillé et aujourd'hui, je pense que le résultat Il est est en là. PhD. Ouais. Beau parcours, oui. Voilà, donc j'espère qu'en tout cas, si vous avez un jeune qui est tenté par ces études à l'international, bah, franchement, laissez-le plonger parce que il n'y a que des belles choses qui l'attendent. Un grand merci. Si vous avez besoin d'accompagnement, on fait du sur-mesure. On fait du sur-mesure par rapport à un projet d'études sur lequel on va vous faire des architectures de candidature intégrant plusieurs pays, ce qu'on appelle les 360, pour trouver ce qui vous correspond le mieux par rapport à votre projet, votre personnalité, votre méthodologie pédagogique d'apprentissage et aussi votre dossier, là où c'est intéressant de passer. Les règles de candidature ne sont pas du tout les mêmes selon les pays. Donc là, où peut-on avoir les effets de levier les plus importants? Et ça, que ce soit en sciences politiques, en management, en engineering, en médecine, etc., on couvre tous les domaines. Voilà, on a un petit peu dépassé. On était tellement enthousiastes de nos conférences. Je vous remercie. Je vais directement passer du coup à la fin, puisque Joanne a déjà parlé des conférences qui restent. Vous avez un petit QR code pour nous donner votre
appréciation de notre conférence. Est-ce que vous avez trouvé ça intéressant? Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous auriez des idées à nous suggérer pour l'année prochaine quand on refera notre 15 soirs chrono? Et maintenant, on est à votre écoute pour les questions. Alors, n'oubliez pas de remettre les micros en route, Valentine, Zaineb, Khadija. Voilà. Alors, oui, Valérie, on a une question. Donc, quels sont les critères qui peuvent donner un avantage à un étudiant international lors de la sélection par rapport à un étudiant local? Alors, ça va dépendre des filières, mais globalement, il y a quand même un grand principe que je n'arrête pas de répéter aux parents, c'est que l'étudiant international a toujours un plus par rapport à l'étudiant local. Pourquoi? Bah, parce que si je prends les exemples de business school, la proportion, le pourcentage d'étudiants internationaux, ça fait partie des critères qui sont pris en compte dans les rankings. Les différents rankings qu'on peut avoir de Financial Times ou de l'étudiant ou de Challenge, etc. Le pourcentage de l'étudiant, c'est quelque chose qui est suivi. C'est valoriser l'étudiant international pour les écoles. Et donc, bah, quand on arrive en bachelor et qu'on est français, eh ben, on est très valorisé parce qu'on est étranger. Par exemple, en bachelor en UK ou en bachelor en Hollande, on est un étudiant international, donc welcome. Il y a plus de, il y a plus de potentiel que pour un étudiant local. Et après, quand on revient en France, c'est la même chose. Donc, voilà, un élément d'explication. Il y a vraiment qu'on appelle ça, un bonus à son statut d'étranger. Et si je reprends toujours les business schools, quand ils reviennent, nos Français, avec un bachelor étranger, ils ne vont pas candidater par la voie admission sur titre française. Ils vont candidater par la voie admission sur titre internationale. Et quand on reprend, par exemple, les top 3 business schools, il y a beaucoup plus de place pour les admissions sur titre international que pour les admissions sur titre français. Merci Valérie. Alors, une question pour Colombe. Est-ce que les écoles peuvent refuser un départ pour un trimestre ou plus? Alors, oui, elles peuvent refuser. En fait, quand on va prendre en charge un projet de départ d'un trimestre, une fois qu'on a expliqué un petit peu les tenants et aboutissants du projet à la famille, eh bien, on dit à la famille, maintenant, il va falloir que vous obteniez l'accord de votre établissement scolaire. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre enfant va rater une partie, quelques jours, quelques semaines, quelques mois du programme scolaire français et donc va être absent de l'établissement. Donc, on ne lance pas de projet tant qu'on n'a pas un accord. Or, certaines écoles vont dire un oui tout de suite et sans condition, et puis d'autres vont être un petit peu plus hésitantes. Donc parfois, il faut s'y prendre, voilà, il faut aller en rendez-vous, faire une demande un petit peu structurée. Concrètement, quand même, on observe que de plus en plus d'établissements scolaires acceptent des départs pour un trimestre. Donc voilà, il faut obtenir cet accord, mais globalement, c'est de plus en plus facile à obtenir. Il faut savoir juste un petit point d'ailleurs à ce sujet. Quand on part juste ce qu'on appelle le dernier trimestre, le trimestre 3 en Angleterre, on part en Angleterre très tardivement, puisque le troisième trimestre commence le 20 avril en Angleterre, et le 20 avril, c'est les vacances de Pâques, notamment pour les Parisiens. Et donc, finalement, votre enfant rate très peu. Il arrive en Angleterre ou dans son établissement étranger le 20 avril. Il revient en France fin juin, et tout ça en ayant raté finalement pas grand-chose le mois de mai où il y a 3 ponts, et le mois de juin où il ne se passe pas grand-chose. Donc souvent, on arrive à obtenir un accord pour le trimestre 3 parce que c'est un trimestre assez léger sur le plan scolaire en France. Merci. Peut-être une dernière question que je vois dans le chat qui était sur est-ce que notre organisme met en lien avec des familles d'accueil? Alors non, c'est un choix que nous avons fait pour une raison très simple, c'est parce que nous considérons que le système des familles d'accueil est un petit peu aléatoire. Très concrètement, on peut tomber sur une bonne famille et puis on peut tomber aussi sur une famille un peu moins bien. Je pense que vous avez tous peut-être vécu vous-même un séjour en Angleterre en famille d'accueil. Moi, je l'ai vécu quand j'étais ado et bon, j'ai pas forcément le meilleur souvenir. Souvent aussi, on a une famille qui va pas avoir un enfant de l'âge de votre enfant. On peut très bien avoir un jeune qui est un étudiant ou un bébé, et donc finalement une stimulation linguistique qui est très faible.
Et puis, on a parfois aussi des familles qui sont avec un enfant qui ne va pas du tout s'entendre avec le vôtre, ou bien deux jeunes, votre enfant et celui de la famille, qui vont évoluer toute la journée sur son portable sans qu'il y ait d'interaction. Donc, tout ça pour dire que non, nous ne proposons pas de famille d'accueil volontairement, et plutôt ces expériences beaucoup plus collectives en internat ou en résidence. D'autres questions? Profitez-en. On a encore, on a un petit peu dépensé, on va clore dans une minute ou deux. Alors, j'ai une question. Alors, ma fille est en première, c'est une excellente élève. Elle souhaite continuer dans l'ingénierie et donc faire une prépa MPSI. Pourtant, cela lui serait super utile de faire un stage à l'international. Peut-on le faire après la prépa? Et est-ce que c'est utile ou trop tard? Ou au Alors contraire, oui, alors d'abord, moi j'aurais envie d'y dire à cette maman, donc si sa fille n'est pas encore rentrée en MPSI, profitez de l'été avant de la rentrée en MPSI parce que le poids de l'anglais dans les concours des écoles d'ingénieurs type Centrale Supélec par exemple, ou l'IX, il est costaud, alors qu'on n'a plus tellement le temps de travailler l'anglais en prépa. Pareil pour français philo d'ailleurs, hein. Donc, mon conseil, c'est faites maintenant, profitez des vacances scolaires de maintenant, profitez de l'été pour aller faire un séjour, mais costaud en grammaire, vocabulaire, etc. Parce que c'est ça dont elle aura besoin en MPSI derrière pour ses concours d'école d'ingénieur. Et ensuite, quand elle sera rentrée en école d'ingénieur, de toute façon, dans les écoles d'ingénieurs, ils continuent les langues et de toute façon, dans les écoles d'ingénieurs, ils vont avoir aussi des échanges. Donc là, elle aura toute l'attitude aussi d'aller perfectionner son anglais dans le cadre d'un échange, par exemple, dans un cursus anglophone, et aussi toujours de profiter d'un séjour ou d'un stage intensif à un moment de vacances scolaires avant de partir, par exemple, pour son échange. Alors, j'ai une petite précision à ajouter effectivement pour les prépas. Il existe des séjours linguistiques dédiés aux prépas, très concrètement, où les professeurs qui enseignent pendant le séjour sont des professeurs de prépa française, donc complètement voilà, habitués à enseigner l'anglais en classe préparatoire. Ce sont des séjours qui se passent à l'étranger, mais avec des professeurs vraiment dont c'est le métier et qui sont extrêmement intensifs. Il y a des cols, il y a des examens blancs, etc. Donc voilà, ça existe aussi des choses qui sont extrêmement spécialisées. Ah, il y a juste une question qui est pas forcément peut-être. Est-ce que vous pouvez préciser, est-ce que mon fils pourra partir dans un établissement à l'étranger si on trouve une place? Il est en première, maths, anglais, physique, avec foot. Du coup, est-ce que c'est une question pour l'avant-bac ou est-ce que c'est une question pour l'après-bac? J'aurais tendance à dire que c'est pour l'avant-bac, mais c'est pas clair. Est-ce que la personne la question de 20h08? Bon. En tout cas, pour l'avant-bac, oui, c'est possible. On peut parfaitement trouver, comme un petit peu génie, un établissement scolaire pour faire une période plus ou moins longue de scolarité entre la première et la terminale, en choisissant maths, anglais, physique et en faisant du foot de façon intensive. C'est parfaitement possible. Et pour après le bac, ça dépend un peu du projet. C'est-à-dire, est-ce que c'est management sportif? Est-ce que c'est vraiment pour être professionnel du foot? Donc là, ça mérite aussi d'être un petit peu entendu. Alors nous, professionnels du foot, je pense qu'il faut être repéré par les scouts des clubs étrangers. Mais tout ce qui est management avec des management du sport, on peut aussi trouver des choses. On va peut-être clore là, s'il n'y a plus de questions. Un grand merci, Oui. Colombe, un grand merci, Valentine, un grand merci à Zainab, Khadija et Joanne, et puis Madame Touar pour votre témoignage. J'espère que voilà, vous aurez eu cette envie de faire partie vos enfants à l'international. En tout cas, si ils ont cette appétence, soutenez-les parce que ça peut vraiment donner des ailes, comme tu disais, Colombe. J'aime bien cette expression. Un grand merci à tous. On espère vous revoir sur nos 3 dernières conférences. À bientôt. Au revoir. Merci Valérie, au revoir. Merci, au revoir. Alors, je vais arrêter le webinaire. Hop.